Donc, on va commencer la journée par remonter le temps et je vais vous présenter un panorama de l'histoire des paysages de Provence depuis la dernière grande glaciation, donc depuis le moment où la grotte Cosquer a été occupée. Et comme on vient déjà de le dire, vous savez tous que l'environnement au moment de l'occupation de la grotte était très différent de l'actuel. Aujourd'hui, l'entrée de la grotte, que j'ai essayé de représenter ici, approximativement, se trouve à plus de 30 mètres sous le niveau de l'eau, alors qu'on y accédait au moment où les peintures ont été réalisées à pied sec. Alors, sur cette peinture de l'archéologue Michel Grenet, on peut se faire une idée des paysages de l'époque. Vous retrouvez l'entrée de la grotte positionnée approximativement ici. Elle se situait au pied de très grandes parois de calcaire dont aujourd'hui seule la partie supérieure émerge de l'eau. Vous voyez ici le niveau de la mer actuel représenté schématiquement par ce trait pointillé. Et les hommes qui occupaient la grotte, comme vient de nous montrer Édouard, devaient parcourir quelques kilomètres à pied sec pour rejoindre un littoral qui se situait un peu plus au sud. Les versants étaient occupés par une végétation très différente de l'actuelle, constituée de ce qu'on appelle une steppe froide, donc une végétation herbacée, piquetée de quelques buissons. Et le climat était aussi beaucoup plus froid et beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. On peut imaginer que les crêtes de nos collines provençales étaient occupées une grande partie de l'année par de la neige permanente et les glaciers n'étaient pas très loin, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on en a déjà parlé, l'environnement change et très rapidement, en particulier sous l'effet du réchauffement climatique. Et malheureusement, les peintures de la grotte, vous le savez tous, sont condamnées et sont en partie en train de disparaître sous l'effet de la remontée du niveau des eaux. Alors entre ces deux extrêmes, entre le cœur de la dernière glaciation, entre moins 30 et moins 20 000 ans, et aujourd'hui, vous voyez que les deux diapos sont prises avec des points de vue assez similaires. Entre ces deux extrêmes, que s'est-il passé? Et ça, c'est le travail des paléo-environnementalistes, dont je fais partie, qui est d'essayer de retrouver les étapes, les vitesses de changement, l'ampleur de ces changements passés, d'en déterminer les causes, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. Et ces données vont être importantes dans la mesure où on va pouvoir fournir des données en partie chiffrées qui vont alimenter les modèles climatiques pour les siècles et les années dans le futur et qui vont apporter de la connaissance aux gestionnaires de l'environnement pour les politiques de protection, de valorisation de nos environnements. Alors, je vais commencer par vous présenter un panorama de la Provence il y a 20 ou 30 000 ans, au cœur de la dernière glaciation. Et ensuite, je vais vous montrer, au travers de quelques exemples, comment ces paysages ont évolué pour aboutir au paysage actuel. Il y a 20 000 ans, les Alpes étaient blanches. Et vous voyez sur cette carte que de grands glaciers recouvraient l'ensemble de la chaîne alpine. Et si on zoome sur notre région, eh bien, on voit que le glacier de la Durance s'avançait ici jusqu'à la ville actuelle de Sisteron. Le niveau de la mer était donc bien plus bas que l'actuel et le trait de côte beaucoup plus au sud que le trait de côte actuel qui est représenté ici en pointillé rouge. Et la Durance, au cœur de la glaciation, n'était pas une rivière, elle ne se jetait pas dans le Rhône à Avignon, mais c'était un fleuve qui se jetait dans la Méditerranée et qui a construit un grand delta que vous connaissez tous, c'est la plaine de l'Accro, vous voyez ici représenté sur cette image, avec les galets apportés par la rivière. On peut imaginer les Alpes de cette manière, avec de grands fleuves de glace qui occupaient l'essentiel des vallées et seuls les plus hauts sommets qui émergeaient de la glace.
On va revenir sur le terrain. Ici, vous avez une vision de la ville de Sisteron avec une image qui regarde vers le nord. Les géomorphologues ont pu reconstituer avec exactitude l'extension maximale du glacier de la Durance, qui a creusé cette grande dépression située au nord de la cluse de Sisteron et qui a pu être datée à 21 000 ans avant aujourd'hui grâce à la découverte de morceaux de bois fossilisés dans les alluvions, dans les sédiments transportés par le glacier, ce qu'on appelle des moraines. Ces glaciers ont laissé des traces dans les paysages dont je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Ils transportent en particulier des gros blocs que l'on appelle des blocs erratiques. Vous avez à gauche un exemple du bloc erratique de Perrocel que l'on peut visiter à côté de la ville de Gap et qui a été déposé par le glacier de la Durance lors d'une position qui était proche de son maximal. De sa position maximale, pardon. Et vous avez à droite un équivalent actuel avec un bloc transporté sur la moraine sur le glacier de la mer de glace. Pour la petite histoire, ces blocs erratiques, il faut savoir qu'ils sont en partie à l'origine de la découverte des climats du passé et de la découverte des glaciations que l'on ne connaissait pas au XVIIIe siècle. Et les savants, les naturalistes de l'époque, avaient remarqué ces blocs étranges et avaient du mal à expliquer leur origine dans la mesure où c'était parfois des blocs de granit qui reposaient curieusement sur un substrat calcaire. Les scientifiques, et en particulier Horace de Saussure, s'en étonnaient en disant, je le cite, « Les granites ne se forment pas dans la terre comme des truffes et ne croissent pas comme des sapins sur les roches calcaires. » Et ce sont ces observations qui ont conduit à l'établissement de la théorie des âges et à la découverte des âges glaciaires. Les Suisses, les naturalistes suisses, les naturalistes anglais et écossais ont été les premiers à formuler l'hypothèse que pour remuer des masses de roches aussi énormes, sans doute les instruments les plus puissants dont se sert la nature, ce sont les glaciers. Et si aujourd'hui on retient le nom de Louis Agassiz comme le fondateur de cette théorie des temps glaciaires, en fait, c'est une théorie qui est le fruit d'observations et qui avait été formulée par d'autres avant lui, dont vous avez les noms ici sur la photo. Ces glaciers, vous voyez, avaient également poli des roches qui étaient parfaitement dessinées et qui avaient intrigué les scientifiques. Alors, si je prends un schéma très simplifié d'une vallée glaciaire, vous observez que le fond de cette vallée glaciaire n'est pas régulier. Le glacier surcreuse les roches les plus fragiles, c'est ce qu'on appelle des ombiliques, va laisser en relief les zones les plus résistantes, ce qu'on appelle des verrous. Et c'est ça que l'on va retrouver dans nos paysages actuels. Les ombiliques vont accueillir des lacs et les verrous vont être recoupés en gorges, comme je vais vous le montrer. Vous pouvez également observer la forme typique d'auge glaciaire d'une vallée lorsqu'on la voit en coupe. Et vous avez ici représenté les moraines, les sédiments transportés par le glacier que l'on va revoir. Vous avez ici un très bel exemple d'auge glaciaire qui marque nos paysages de Haute-Provence. On est ici dans la vallée d'Aile-Froide et vous reconnaissez ces formes typiquement glaciaires. Voilà. Je vais vous parler des lacs d'ombiliques. Vous avez ici l'exemple du lac d'Alos, dont on reparlera tout à l'heure, séparé par un verrou glaciaire d'un autre ancien lac qui s'est transformé en tourbière, la tourbière du Los, sur laquelle on a beaucoup travaillé, et qui sont des formes typiquement héritées des périodes froides. Un autre exemple, très rapidement, vous avez ici un verrou glaciaire en Haut-Ubaye, coupé en gorge par la rivière à la façon d'un coup de sabre et que l'on peut traverser ici par le pont du Châtelet actuellement. Donc vous voyez tous ces paysages que vous connaissez qui portent en fait l'empreinte très forte des marques des climats du passé. Et je terminerai par cet exemple que vous connaissez, je pense, des demoiselles coiffées, qui sont les moraines des glaciers qui sont aujourd'hui démantelées par l'érosion actuelle. Et vous retrouvez les blocs erratiques que je vous ai montrés tout à l'heure, prisonniers dans la moraine.
Alors, en dehors du domaine englacé, toute la Provence n'était pas occupée par les glaciers, bien entendu. En dehors de ce domaine glaciaire, que se passait-il? Je vous montre simplement quelques exemples. Eh bien, se développaient des sols gelés, qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost en anglais, dans lequel on peut voir des formes remarquables qui sont ces polygones liés au gel, et qui se forment quand le sol gonfle sous l'effet du gel et expulse latéralement les cailloux qu'il contient. Ces polygones de gel, on en retrouve aujourd'hui la trace dans la plaine de l'Acro, par exemple, ou au nord des Alpilles, et vous les voyez ici sur les photos aériennes. Autre trace des climats froids du passé, pendant la dernière glaciation, le climat était froid, très sec, et des vents violents, un paléomistral balayait la région. Et ce paléomistral a sculpté nos paysages. Vous voyez ici des traces de déflation éolienne. On est ici dans les Alpilles, donc sur des reliefs qui faisaient face au Mistral et qui ont été les plus impactés. Dans les zones d'abri, ce paléomistral déposait des poussières, déposait le sable qui l'arrachait sur les versants et dans les plaines, qui étaient très peu protégées par la végétation. On l'a vu tout à l'heure, c'était une steppe froide, donc une végétation très peu protectrice. Et on peut retrouver encore des champs de dunes fossiles liés à ces vents très violents. Très souvent, ces dunes sont exploitées en gravière, en carrière de sable, comme vous le voyez ici sur cette photo, sur le versant sud des Alpilles. Et si on veut en retrouver un équivalent actuel, il faut remonter très haut en latitude ou en altitude. Vous avez ici une photo qui a été prise dans les montagnes du Pamir, à plus de 4000 mètres, où vous voyez les dunes en train de se former dans des paysages complètement déforestés. Ces dunes qui d'ailleurs envahissent les routes et qu'il faut évacuer au fur et à mesure de leur construction. L'étang de Berre doit également son existence à l'action du vent, puisqu'il a été formé c'est une cuvette de déflation éolienne. Il était exondé au moment de sa formation, et cette cuvette a ensuite été envahie par la remontée du niveau de la mer. Alors, je voudrais quand même nuancer ce panorama très général pour signaler que le climat de la dernière période glaciaire, ce n'est pas quelque chose d'homogène, qu'il a existé des périodes plus tempérées, que l'on appelle des interstades, qui ont été contemporains de développement de la végétation, de développement de sol, que l'on connaît assez bien, en particulier dans le massif du Luberon. Et je vous montre ici un exemple d'une découverte très récente et très importante réalisée par les archéologues de l'INRAP, qui ont découvert un lac dans la dépression de Saint-Maximin. Vous avez ici les sédiments lacustres qui apparaissent ici en clair, qui sont constitués de concrétions carbonatées, c'est-à-dire de concrétions qui se forment autour des algues, autour des végétaux qui poussent au bord du lac. Ce sédiment est extrêmement riche. Il contient des fossiles de crustacés, ce qu'on appelle des ostracodes, il contient du pollen, il contient des ossements de cervidés. Il est en cours d'étude, donc je ne vous présenterai pas ici de résultats, mais simplement je vous signale cette découverte parce qu'elle va apporter des informations nouvelles pour une période qui n'est encore pas très bien connue du point de vue de l'environnement et qui est pourtant très importante du point de vue de l'homme, puisque c'est le moment où Sapiens va venir remplacer Néandertal, et on va en reparler tout à l'heure. Alors ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, peu après 20 000 avant aujourd'hui, le climat va se réchauffer très rapidement. C'est la période de la déglaciation. Le niveau de la mer remonte très vite et nos paysages vont se transformer. Je vais vous montrer quelques exemples au travers de l'étude de la montagne. Même si vous verrez que tout ce qu'on peut raconter en montagne peut aussi s'appliquer à nos paysages provençaux plus au sud.
Les archéologues ont montré que dès que les glaciers fondent, les hommes vont faire très tôt des incursions en montagne en profitant de ces nouveaux territoires libérés par les glaces. Et vous avez ici les plus vieux outils qui ont été retrouvés dans la vallée de Fressinière, donc dans les Hautes-Alpes, qui témoignent des plus anciennes traces de fréquentation humaine de la Provence. On remonte ici à 17-19 000 ans avant aujourd'hui. Et ensuite, pour travailler sur l'évolution récente du paysage, eh bien, on va se tourner vers l'étude des sédiments lacustres, qui sont les archives qui nous donnent des informations les plus continues de l'histoire des paysages. Et on va voir donc nos paysages qui se transforment, non seulement sous l'effet du climat, mais de manière de plus en plus importante, sous l'effet de l'impact de l'homme. Et donc, je vais vous montrer très rapidement une étude que nous avons menée sur le lac d'Alos, qui est le plus grand lac d'altitude européen, que vous connaissez certainement. Donc, ce lac a été carotté en 2011. Vous avez ici quelques photos de matériel utilisé, donc une barge. Vous voyez ici les carottes qui sont en train de remonter et le sédiment qui a été extrait, qui est composé de fines lamines. Donc on va lire l'histoire du paysage depuis la base, donc les temps les plus anciens, vers le sommet. Je vais vous montrer les résultats essentiels. Alors, il y a 20 000 ans, bien évidemment, le lac n'existait pas encore. Un glacier occupait la vallée et le lac va commencer à se former il y a 13 500 ans. Vous retrouvez ici la carotte sédimentaire représentée simplement, donc depuis la base des temps les plus anciens vers le sommet. Et donc, à partir du moment où le lac se forme, quand les températures et les précipitations augmentent, le glacier disparaît et une végétation pionnière va commencer à s'installer sur les versants, tout d'abord des genévriers, des armoises, des pins, et puis petit à petit va se densifier pour arriver à l'état d'une forêt dense il y a environ 8-9 000 ans. À ce moment-là, la vie se développe également dans le lac. Vous voyez que le sédiment devient, ma photo est un peu floue, mais le sédiment devient un petit peu plus verdâtre, ce qui témoigne de l'abondance des algues dans le lac. Vous avez ici une espèce de diatomée fossile prise au microscope électronique à balayage. C'est ce qui donne cette couleur verte au sédiment. Et puis, il y a 6500 ans, l'analyse des pollens montre que cette forêt va commencer à être défrichée et on va voir apparaître les premiers impacts du pastoralisme avec l'apparition de pollens tels que l'ortie qui se développe par exemple sur les déjections des animaux. Et à partir de ce moment-là, le paysage va se transformer et va s'ouvrir progressivement pour aboutir à des versants complètement dénudés autour du début de notre ère, autour de 3000 ans, et une dénudation complète des versants autour du début de notre ère, où cette fois la forêt a complètement disparu et où on va voir très clairement les versants s'éroder avec des torrents qui emmènent des dépôts de plus en plus grossiers et de plus en plus épais dans le lac. Vous le devinez ici. Bon, l'image est floue, je suis désolée, mais les lamines deviennent de plus en plus épaisses. Et cette situation va perdurer finalement pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Alors cette fois-ci, vous avez une vraie photo de l'environnement autour du lac d'Alos. Ce n'est plus une reconstitution. Mais aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, la pression pastorale va avoir tendance à diminuer et la forêt regagne du terrain. Les paysages se transforment, deviennent constitués d'une mosaïque de paysages riches en biodiversité. Et malheureusement, on se rend compte
que l'état écologique de l'écosystème lacustre en lui-même va être dégradé depuis le début du siècle, et en particulier depuis la construction du refuge touristique qui se situe en bordure du lac. Alors je termine par poser la question de finalement quel est l'avenir de ces paysages, des paysages qui sont situés dans des zones protégées, on est ici dans le parc national du Mercantour, des paysages qui sont soumis à différentes contraintes, le tourisme, le pâturage, la pêche, mais des paysages qui sont aussi riches d'une biodiversité que l'on cherche à protéger. Et vous voyez que ces données, les données du passé, vont permettre d'apporter des connaissances qui peuvent servir aux gestionnaires de la nature pour décider des politiques de protection, de restauration ou de valorisation de ces environnements. Voilà, et typiquement, ces problématiques-là, on peut tout à fait les transposer au parc des Calanques et à nos paysages situés plus au sud. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Cécile. On a le temps en fait pour des questions, donc si des personnes qui participent au colloque dans la salle veulent intervenir ou poser des questions à Cécile Miramont, ils sont invités à le faire. Il y a une question là-haut. J'aurais dû préparer une question dès le départ. Bonjour à toutes et à tous, Pedro Lima, je suis journaliste scientifique. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais une question que je me suis souvent posée, et j'ai vu des réponses un peu différentes dans les recherches que j'ai faites, c'est sur ce qu'on sait de la chronologie de la prochaine glaciation, puisque si j'ai bien compris, les cycles astronomiques qui régissent ces glaciaires et interglaciaires, bon, il devrait y en avoir une prochaine. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Quel est l'horizon? Et éventuellement, est-ce que le changement climatique en cours est susceptible d'impacter aussi sur ces grands rythmes glaciaires, interglaciaires? Alors moi, je ne suis pas la personne la plus compétente dans la salle pour vous répondre. Je pense que je vais passer la parole à Édouard, qui est quand même le spécialiste Il y a effectivement toute une recherche sur le sujet. Je pense que ce qui est important, c'est naturellement, on devrait aller vers une glaciation, mais en fait, les activités humaines contrecarrent totalement cette prochaine glaciation. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, au-delà de 400 ppm de ce CO2, on sait qu'à long terme, le Groenland, pratiquement, est pas stable. C'est-à-dire qu'il est destiné à disparaître. Alors, ce ne sera pas à la fin du siècle, ce ne sera pas dans 3 siècles, ce sera peut-être dans quelques millénaires, mais il est certain, en fait, que nos activités ont vraiment une influence sur cette prochaine glaciation je peux laisser aussi les collègues glaciologues Catherine Ritz ou Annie Cazeneuve si elles veulent intervenir, mais c'est une recherche. Je crois qu'il y avait un autre micro, il est là. Catherine. La configuration de l'insolation dans le futur, de toute façon, était un état qu'on n'a pas observé depuis très longtemps. Et on avait plutôt tendance, les gens avaient plutôt tendance à prédire un interglaciaire très long comme celui qui est arrivé il y a 400 000 ans, le Miss 11. Et dans le cadre du changement climatique, j'ai bien peur que de toute façon la bascule soit faite et qu'il ne soit plus question de rentrer dans ce genre de situation. Je pense qu'Annie nous reparlera du rapport du GIEC, et en tout cas sur les projections. Non ? Pas que ça. D'accord. Mais sur le fait que le GIEC aussi compile des fluctuations, ne se contente pas de regarder ce qui va se passer à l'année 2100, mais donne des projections aussi maintenant sur un futur beaucoup plus lointain.
2300. Et encore une fois, on peut se dire, personne ne sera là, même les enfants, petits-enfants et autres, mais des chercheurs se soucient de savoir, justement, si à l'échelle des prochains millénaires, il y aura une totale déstabilisation, effectivement, de ces calottes. Ce sera le cas, en tout cas, pour le Groenland. C'est très clair, je crois qu'il y a un consensus dans la communauté pour dire qu'à très long terme, on a l'anomalie de gaz carbonique, elle va rester longtemps dans l'atmosphère. Donc l'impact, en fait, sur la cryosphère sera important. Mais c'est lent de faire fondre ces calottes de glace. Voilà, donc je pense que... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, une question ici. Alors, faut que Bonjour, je voudrais savoir si toutes ces études paléoécologiques nous donnent une idée des paysages futurs. Est-ce qu'ils ont permis une modélisation de ce que donneront les Alpes provençales d'ici X années? Ça dépend un petit peu de ce qu'on décide, en fait. Ce que les gestionnaires décident de faire. Si on décide de protéger complètement, par exemple, on se situe en zone au cœur du parc de Mercantour, le parc décide de protéger totalement le territoire, qu'est-ce qui va se passer? Le paysage va se réenforester assez rapidement d'ailleurs, parce que c'est des choses qui vont assez vite. Et on va finalement perdre la biodiversité, une partie de la biodiversité que l'on a aujourd'hui, puisque vous le savez que dans ces pelouses entretenues par le pâturage, la biodiversité végétale est très importante. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on maintient des activités de pâturage en montagne, pour maintenir des milieux semi-ouverts, pour maintenir cette biodiversité. Donc ça peut être une option. Voilà. Donc soit on laisse faire, on revient à un état un peu plus naturel, mais on ferme le milieu. On exclut l'homme, c'est quand même un peu délicat dans la mesure où on fait quand même partie de la nature. Soit on maintient des activités pour laisser un milieu ouvert et entretenir la biodiversité, mais qui est une biodiversité récente, celle aussi qui nous plaît, qui plaît aux touristes, les champs de fleurs dans lesquels on va se promener en été. Voilà. Donc ça va dépendre des actions que l'on va décider. Ça va dépendre des actions des gestionnaires. Voilà. Attends, je vais essayer de compléter un peu la réponse. Localement, ces données sont importantes, et en même temps, à l'échelle globale, il y a beaucoup d'informations dans ces reconstitutions paléoclimatiques, et elles sont utilisées pour tester les mêmes modèles qui sont utilisés pour prévoir le futur du climat, incluant aussi la végétation. C'est-à-dire qu'on connaît le futur, enfin, on fait des projections aussi avec ces différents scénarios d'émissions, et ce que les chercheurs regardent avec ces modélisations, c'est pas uniquement les variations climatiques des paramètres physiques, c'est aussi leur impact sur l'hydrologie et sur la végétation. Bon, il y a des modèles de végétation qui sont intégrés, qui sont couplés à des modèles physiques, et ces modèles peuvent être testés justement avec toutes ces données fournies par la paléoclimatologie, où on a les mêmes ingrédients, alors avec des constantes de temps qui peuvent être différentes, avec des concentrations qui peuvent être différentes. Le CO2 avait varié dans le passé, l'insolation avait varié aussi dans le passé. Donc, mais encore une fois, il s'agit du même système climatique avec des calottes de glace, avec l'océan, avec le cycle hydrologique, avec la végétation. Et donc on peut faire véritablement des tests. Et cette paléoclimatologie, elle a un intérêt académique aussi pour comprendre les relations avec les populations préhistoriques, mais aussi en climatologie très actuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment ces données paléoclimatiques qui peuvent être confrontées aux modèles et tester leur validité, parce qu'il faut avoir confiance aussi dans ces modèles pour leurs projections futures, avec, encore une fois, cette grosse incertitude sur les différents scénarios d'émissions de gaz carbonique. Voilà, donc c'est important pour une région très localisée, pour faire des prévisions et aussi interagir et prendre des décisions, mais aussi à l'échelle de la planète, la paléoclimatologie continentale en particulier, sur ces sédiments lacustres, est fondamentale. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir...
qui expliquait l'épaisseur des lamines dans les carottes. Je vais remontrer peut-être la diapo si je peux. J'ai pas entendu la question. C'était Les variations d'épaisseur de la mine. Alors, on a fait une étude. Oups, pardon, je suis en train de. Bon. Je voulais repartir en arrière. Dans ce sédiment est laminé et constitué en fait de dépôts de crues apportés par les torrents qui entourent le lac. Et à partir du début de notre ère, plus exactement autour de 200 après Jésus-Christ, on voit que brutalement, l'épaisseur de ces dépôts de crues devient beaucoup plus importante et les crues deviennent beaucoup plus fréquentes. Et en fait, on voit vraiment changer la réaction des versants qui sont dénudés aux sollicitations climatiques. C'est-à-dire qu'à la moindre pluie, l'érosion va être active et va apporter dans le lac des sédiments en grande quantité, de plus en plus grossiers en plus. Donc en fait, c'est vraiment le déclenchement de l'érosion qui va se faire brutalement à partir d'un certain seuil. La végétation est progressivement dégradée et puis brutalement, on va passer un certain seuil de dégradation et à ce moment-là, les versants crachent des grandes quantités de sédiments. Et ça se poursuit encore aujourd'hui, même si petit à petit, la végétation se rétablit. Voilà. Mais voilà, si on laisse faire et si la forêt se réinstalle, c'est une dynamique qui pourra peut-être s'inverser, mais bon, a priori, c'est pas du tout ce qui est prévu dans ces territoires. Bon, après, s'il y a des crues dans les lacs, c'est pas très grave non plus.